Bonsoir. Le président congolais Joseph Kabila a demandé à ses proches de lui trouver un dauphin en lui suggérant 4 noms à l'approche de la date butoir du 8 août. République démocratique du Congo. Chaque regroupement avait tout simplement proposé 4 noms afin qu'ils choisissent le candidat du Front commun pour le Congo, FCC, pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Joseph Kabila, autorité morale du FCC, arrivé au pouvoir après l'assassinat de son père en janvier 2001, élu en 2006 et réélu en 2011, ne peut, de par la Constitution, briguer un 3e mandat. Pour cela, il se sent investi par la mission de choisir le porte-étendard du FCC le 23 décembre 2018. Le candidat du FCC va sûrement rencontrer sur son chemin Jean-Pierre Bemba du MLC, Mouvement pour la Libération du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi de l'UDPS et pourquoi pas Moïse Katumbi. Le Dauphinat en RDC, au Togo et au Gabon, Dauphinat en Afrique, de père en fils, c'est le fait du jour. Dauphinat en Afrique, pour en parler, je suis avec Célestin Djamène. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox Télévision. Ils m'ont beaucoup manqué, je reviens petit à petit. Et je dois dire que je suis très ravi d'être ici ce soir, parce que c'est un sujet qui est plus intellectuel que politique. Nous qui sommes des hommes politiques un peu partisans mais non sectaires, on prend beaucoup de plaisir à parler des problèmes qui sont un peu au-dessus des chapelles politiques, dont je suis ravi d'être là ce soir. Ok, vous êtes conseiller municipal Social-Démocratique Front à la mairie de Douala-Premier. Absolument. Voilà. Paul-Joël Kamchouen, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes journaliste? Effectivement, jusqu'au moment où j'entrais en studio, et je crois que jusqu'à ma mort, je le demeurerai parce que c'est un diplôme et puis c'est une pratique. Mais il faudrait ajouter que je suis data journaliste. Ok. Dominique Yamtimba, bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, analyste politique, c'est bien cela? C'est ce que c'est possible, oui. Donc voilà, demander aux formations politiques de choisir 4 noms, lui proposer 4 noms, parmi lesquels il va tirer son dauphin. Quel commentaire sur cette méthode de Kabila? Je commence par vous, Dominique Yamtimba. Écoutez, il y a quand même une certaine gêne à penser qu'en 2018, nous puissions avoir sur cette planète des personnes qui se réclament d'être des chefs de démocratie, mais qui en même temps pratiquent ce genre de choses. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas dans un royaume, mais dans un empire. Nous eussions été dans ce genre de cas que on se dirait ce sont des règles spéciales de transmission du pouvoir dans ce cas-là. Mais autant que je le sache, la RDC est une démocratie et dans ce genre de pays, celui qui succède le président est dans une attitude, une relation particulière avec le peuple qui l'élit, l'investit en tant que chef parce qu'il propose de conduire le peuple dans une certaine direction. Il a soumis une vision, un programme qui ont été validés, et acceptés et soutenus par le peuple. Et donc, demander à désigner un dauphin, je ne sais même pas s'il y a un seul exemple dans l'histoire de ce genre de pratique, mais il reste un dauphin dans la majorité présidentielle. Oui, en fait, qu'importe ce qu'il est, le concept le plus important, c'est le dauphin. C'est un concept qui vient de la réalité. Le fait à la fois de demander que lui soit soumis des successeurs potentiels, et qu'on en arrive aujourd'hui à parler de dauphins, qui sont successeurs, dauphins, ce sont des termes qui sont utilisés aisément dans des empires et dans des royaumes. Donc, en fait, on est dans un anachronisme, dans une contradiction que je ne comprends pas, et qui m'amène à poser un problème de fond, celui de l'organisation de nos sociétés, et particulièrement de leur structuration politique au cours des 50-60 dernières années, qui aurait dû aboutir au fait que, quand un président
comment dire, achève les mandats que la Constitution lui permet d'avoir, eh bien, il cède la place à un autre. Il ne participe pas au jeu politique, parce que demander qu'on vous désigne quelqu'un qui va vous succéder, c'est en quelque sorte piper les dés. Oui. Décider de qui, en fait, vous succédera. La question est souvent de savoir de quoi ont-ils peur, y a-t-il un problème particulier, à quoi ont-ils été mêlés et ils souhaiteraient s'assurer d'une protection probablement. En réalité, si nous continuons dans cette voie, nous nous retrouverons dans une situation dans laquelle le peuple ne s'exprime pas. Les élites décident des affaires et du futur du peuple et ne permettent pas au peuple de donner l'opportunité aux meilleurs parmi les siens de diriger le pays et de pouvoir donc le conduire dans le sens de ses attentes et de ses aspirations. Voilà, Paul-Joël Kamdjen, quel regard sur cette manière de faire des primaires au FCC au Congo? Alors, je voulais juste reprendre à sa chute pour dire qu'aussi longtemps que je me souviens, le Dauphinat ne fait pas partie des concepts en matière de démocratie. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le microcosme politique en RDC, il y a longtemps que la démocratie a foutu le camp dans cet État. Vous n'avez qu'à voir les micmacs que Kabila a dû faire. Je crois que c'est même le meilleur boulanger actuellement sur le continent africain qui promet qu'il ne revient pas. Vous vous souvenez récemment en décembre où on espérait, il y a eu des descentes dans la rue, ainsi de suite, il a promis. Mais jusqu'à présent, il se veut un fin stratège. Et je discutais avec un ami congolais qui me disait qu'en fait, Kabila et Paul Biya ont le même marabout. Parce qu'en réalité, ils ont une même façon, une même approche de pouvoir endormir le peuple, en réalité. Donc, pour moi, parler de démocratie, c'est un peu trop osé. Même ne serait-ce qu'un soupçon de démocratie en RDC, il n'y en a pratiquement pas. Mais je crois que le retour de Bemba ce matin en RDC va sûrement relancer le jeu politique. Je ne veux pas parler de jeu démocratique parce qu'en réalité, comme je vous ai dit tantôt, il n'existe pas de démocratie en RDC. Et pour cela, je crois que Kabila devrait également se raviser, ce d'autant plus que quand le nouvel ambassadeur des États-Unis en RDC prenait fonction, vous vous souvenez que bien avant que le Congrès n'entérine sa nomination, il promettait la sortie de Bemba de la CPI. Et donc, cela présageait déjà, et ça a été fait, bien sûr, c'était prémonitoire certes, mais ça a été fait, et donc cela présage d'un nouveau jeu politique au Congo qui certainement a dû étudier les contours et les simulacres que Kabila a dû jouer. Mais en même temps, il faudrait bien sûr ne pas oublier qu'on se trouve en Afrique centrale où tous les systèmes de gouvernance sont les mêmes, c'est-à-dire se perpétuer au pouvoir. C'est un problème de malgouvernance, c'est la kleptocratie. Vous vous rappelez tout récemment, il y a eu un rapport qui a été publié tout récemment indiquant bien sûr les indicateurs de kleptocratie en Afrique qui en réalité, en Afrique centrale, qui en réalité sont des indicateurs pour ces chefs d'État dits dictateurs pour se maintenir et se perpétuer au pouvoir à travers d'autres sources, d'autres soutiens, aussi bien endogènes qu'exogènes. Donc pour ma part, le fait que Kabila demande qu'on choisisse un dauphin pour la majorité, je crois que c'est pas... Donc on lui propose des noms. Voilà, qu'on lui propose des noms et qu'il va choisir, bien sûr, pour reprendre exactement votre expression. Ça ne veut pour autant pas dire que on va sortir de l'auberge, parce qu'on sait que, comme je le disais, Kabila c'est un boulanger, il va continuer à rouler le peuple et à perdre du temps et à gagner pour des raisons dont il est le seul à savoir quels sont les objectifs. Mais toujours est-il que nous qui sommes à la périphérie du pouvoir ou qui voyons le pouvoir de l'extérieur, c'est simplement des méthodes pour rester au pouvoir. Ok, pourquoi pas un congrès, Célestin Djamène? Voilà. Oui, pour choisir le candidat du FCC. Je voudrais quand même relever avec beaucoup de positif ce qu'ont dit Paul Joël et Dominique, parce qu'en vérité, le mot Dauphinat ne s'arrime pas dans une république. Ce n'est pas normal. En France, on appelait dauphin celui qui était prédestiné ou destiné à succéder au roi. Donc pour éviter les infrancities, la guerre intestine et les coups d'État, entre autres, on avait prévu le dauphinat. On savait qui devait succéder au roi. Pour un peu faire le parallèle avec la période actuelle, les vice-présidences, c'est le dauphinat constitutionnel, parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a pas de dauphinat constitutionnel. Mais en termes de dauphinat pur et simple, ça ne peut pas s'accommoder avec la démocratie et la République. Parce que, pour ce qui concerne Kabila, il peut très bien, parce que j'allais dire de quoi il se mêle, Kabila, un président partant,
qui laisse les statuts de son parti décider qui sera, par les primaires ou un congrès, comme vous le dites, qui sera le futur candidat pour son parti à l'élection présidentielle. Il n'a pas à s'en mêler. Le problème, c'est qu'en Afrique... Donc c'est le candidat de la plateforme. Oui. Plusieurs partis, son parti, c'est le PPRD. Voilà, plateforme, très bien. Oui. Donc c'est un conglomérat qui insère beaucoup de partis politiques. Et il se considère, c'est la personne morale du FCC. Non, il n'a pas à se croire obligé de définir, de choisir un successeur ou un dauphin. C'est-à-dire que le problème des hommes politiques africains, c'est l'inculture politique. Nous vivons dans une période de désespérance collective. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a connu la période des pères de la nation, la période des putschistes très galonnés, la période des conférences nationales, la période des multipartismes intégraux, etc. La période maintenant des fils du roi. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le roi, en partant, laisse un fils. Oui. On ne peut pas s'intégrer dans une démocratie, sauf s'ils ont une autre notion de la démocratie. Moi, je considère que maintenant, le plus important pour nous, c'est que les Africains en général, et les Camerounais en particulier, comprennent que ce qui peut marquer la dévolution du pouvoir, c'est les institutions, c'est la Constitution. Que dit la Constitution en cas de vacances, en cas d'incapacité de président sortant, que dit la Constitution en cas d'élection, etc., etc. Donc, en vérité, le sortant ne doit pas s'inquiéter s'il a bien géré son pays de sa succession, puisque les institutions sont là et doivent être comme un culte respecté à la lettre. Maintenant, je pense que quand on voit le cas Kabila, mais aussi le cas de Faure Gnassingbé, le cas à l'époque de Karim Wade et de son père, on voit le cas de Ali Bongo. Karim Wade, le peuple, c'était interposé. Mais il y a eu un ticket présidentiel à l'époque pour pouvoir instaurer une vice-présidence, enfin une succession un peu dynastique. On a vu le cas, la tentative en Égypte de Gamal Moubarak, qui a voulu imposer son fils. Malheureusement, la révolution du printemps arabe est venue balayer tout ça. Donc, et en Guinée équatoriale, c'est en train de se dessiner. Donc, en vérité, c'est un problème de culture politique qu'on n'a pas encore en Afrique. On est en politique, mais on ne sait pas encore pratiquer de la politique. C'est ça qui pose problème. Oui. Donc, en vérité, pour essayer d'aller vers une Afrique plus démocrate, il faut que les hommes politiques qui nous représentent soient beaucoup plus démocrates et beaucoup plus républicains. Voilà, on parle là du jeu politique en RDC, comme vous l'avez évoqué pour Joël Captain. Je vais d'abord... Je préfère dire du jeu politique plutôt que du jeu démocratique. Voilà, jeu politique en RDC, voilà. Est-ce que pour Joseph Kabila, c'est une façon pour lui de garder la main? C'est-à-dire en choisissant. Ce sera une marionnette? Si jamais cette personne est élue, au terme de scrutin du 23. On peut arriver à le penser. On peut arriver à penser qu'il a envie de garder la main, peut-être même pas nécessairement garder la main, mais peut-être qu'il a envie de se protéger. Oui. Il a peut-être besoin de s'assurer que la justice ne sera pas à ses trousses. Et donc, il va choisir quelqu'un qui lui devra donc le pouvoir et veillera à s'assurer que cette personne-là bloquera tout ce qui pourrait être d'éventuelles poursuites judiciaires. Mais je dis toujours que on dirait que le monde en Afrique centrale, on dirait que le monde est figé et on dirait que les gens ne regardent pas ce qui se passe ailleurs. Et ça va pas être la première fois que je le dis sur des antennes de votre chaîne de télévision, je l'ai déjà dit. Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons les gens ont l'impression que ce qui se passe en Russie ne pourrait pas leur montrer comment on peut, d'une certaine façon, conserver le pouvoir. Vous parlez du jeu Medvedev-Poutine. Tout en respectant la légalité. Parce que, ne l'oubliez pas, le peuple est beaucoup plus sensible à la légalité qu'à tout ce qui pourrait être éventuelle légitimité. La légitimité est une notion extrêmement complexe. Mais le peuple se demandera toujours si vous respectez la loi. Et tant que vous montrez au peuple que vous respectez la loi, vous verrez très bien que le peuple, très souvent, suivra. Mais, est-ce qu'on peut entrer dans l'histoire par la grande porte est-ce qu'on peut entrer dans l'histoire de façon royale, de façon élégante, si on s'accroche au pouvoir ou si, à un moment ou à un autre, on souhaiterait y rester, même de façon involontaire ou à travers quelqu'un par personne interposée. Il y a énormément de grands hommes qui ont volontairement abandonné le pouvoir, mais qui sont restés
des personnes que le monde a célébrées jusqu'à leur mort, et beaucoup seront célébrés pendant des millénaires encore, comme des modèles. Je pense que les gens devraient savoir que être président de la République, c'est un emploi, c'est une tâche à laquelle on a décidé de sacrifier un certain nombre d'années de sa vie, et c'est la tâche la plus exaltante qui puisse exister, parce que vous vous mettez au service de votre pays, cette terre qui vous a donné la chance de naître. Et lorsque nous avons le sentiment que le cynisme prend le pas sur la joie de servir, sur le bonheur de servir, sur la satisfaction de la construction de son pays, eh bien, il y a là quelque chose qui nous amène à nous demander quelle raison pourrait bien pousser un chef d'État qui a quand même fait près de 20 ans au pouvoir à vouloir désigner son dauphin. En 20 ans, vous construisez une ville. Je vous rappelle qu'en sciences économiques, au début du siècle, on disait que pour développer, ou vers le milieu du siècle dernier, pour développer un pays, il faut 100 ans. Et il y a 2 exemples, avant la fin du siècle dernier, qui ont prouvé qu'on peut développer un pays en 50 ans. Les 2 exemples, c'est la Corée et c'est Israël. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut développer la Corée du Sud. La Corée du Sud et Israël. Et aujourd'hui, on sait en sciences économiques qu'il est possible de développer un pays en moins de 30 ans. Donc, du Rwanda? Je ne crois pas que le Rwanda soit un exemple auquel les Africains doivent s'attacher de façon aussi facile. Il faut qu'on fasse très attention. Je vois beaucoup de gens sourire et prendre le Rwanda pour un modèle. Je crois qu'on devrait faire un peu plus attention que ça et se demander quels sont les ressorts de toute cette transformation de façon claire. Je ne citerai jamais ce pays comme exemple pour mon pays, le Cameroun, ou pour d'autres pays. Je dirais simplement que nous avons vu des pays qui se sont transformés et en 20 ans, 25, 30 ans, passer de l'extrême pauvreté à des pays où la vie est relativement confortable aujourd'hui. Je vous prends un exemple, c'est la Russie. Quand Poutine arrive en 98, la Russie, on vit beaucoup plus mal qu'au Cameroun. Mais en 20 ans aujourd'hui, je ne connais pas un seul pays au monde qui pourrait s'asseoir et la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde est là pour... Vous avez cet exemple. Donc je crois que je doute fort qu'il a besoin de rester, de garder la main. Oui. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses qui guident tout cela. Mais croyez-moi, les phénomènes d'apoptose, c'est un terme médical qui veut dire qu'à un moment donné, les cellules, la mort des cellules est déclenchée par un signal qui peut être connu ou inconnu. Il y a à un moment donné quelque chose qui va faire que les choses s'arrangent. Mais ça, c'est inacceptable qu'un chef d'État dise « je veux désigner celui qui va me succéder et donnez-moi les noms ». Oui, vous avez remarqué avant de poser la question que j'ai un peu tilté lorsqu'il a dit que en Afrique centrale, on devait un peu copier le modèle russe. Voilà, c'est-à-dire le tandem de passe-passe entre Medvedev et Poutine. Vladimir Poutine. J'ai envie de dire tout de suite que c'est vraiment trop demandé à ces chefs d'État qui ont même de la peine à intérioriser les principes de démocratie. Parce que ne perdez pas de vue que même si Poutine et Medvedev se font ce jeu de passe-passe, il y a quand même le citoyen qui est au centre de la gestion des institutions, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Voyez-vous, en Afrique centrale, beaucoup plus, pour le citer, c'est plus la kleptocratie, c'est-à-dire la grande corruption pour se maintenir au pouvoir. Je ne vous coupe pas, c'est cette interpellation en fait, et vous mettez le doigt. En fait, disons, ce que vous faites, c'est que vous donnez un visage à ce que je n'ai pas dit. C'est le citoyen. Ce qui est important, c'est comment vous organisez la gestion de l'État, la transmission du pouvoir ou la gestion du pouvoir, pour vous assurer que le citoyen est au centre des institutions. C'est lui qui est au centre des institutions et de votre vision et de votre programme. En effet. Et c'est la grandeur de votre pays. Et heureusement que vous êtes rattrapé et vous m'avez légèrement coupé les herbes aux pieds lorsque vous avez rappelé qu'en 1998, quand Vladimir Poutine est arrivé, on vivait mal et puis entre-temps, ça a augmenté. Mais pourtant, lorsque je vous prends des chefs d'État qui sont trentenaires au pouvoir en Afrique centrale, ou par exemple à Douala, lorsqu'il y a la moindre inondation, c'est pratiquement sens dessus dessous, avec tout un délégué du gouvernement qui a du mal à comprendre les réelles politiques publiques qui régissent
tenez-vous tranquille, l'amélioration du cadre des conditions de vie des citoyens. Je parle sous le contrôle de Célestin Diamène, qui est d'ailleurs grand conseiller à la communauté urbaine ici autour. Conseiller municipal également. Donc, voyez-vous, c'est aberrant que de le dire lorsqu'on veut voir pourquoi on est des démocraties en Afrique centrale qui puissent copier le modèle de la Russie. Il faut d'abord qu'on puisse intérioriser que on mette à la tête de nos États, qu'on mette pour principe démocratique l'alternance. Parce que vous avez par exemple, au moins vous avez cité le côté légal des élections en Russie, c'est-à-dire Poutine sait qu'il a 2 mandats et après 2 mandats, il va, quitte à ce qu'il revienne après. Mais ici, vous avez des gens qui sont prêts à tout pour modifier la Constitution afin qu'on puisse sauter le verrou qui limite les mandats et qu'ils iraient sans pour autant être proches des citoyens pour lesquels ils y sont. Parce qu'en réalité, ne perdons pas de vue que quand on est chef de l'État, on y est parce que c'est le citoyen qui a voulu qu'on y est. Oui. Mais curieusement, on a déjà des chefs d'État qui sont en réalité des fonctionnaires chefs d'État plutôt que de ceux qui viennent pour un mandat et qui partent. Donc, le cas de l'Afrique centrale, pour le dire, le Congo, la RDC qui est dans la grande Afrique centrale en réalité, ne s'éloigne pas trop des autres modèles tels que le Gabon, le Cameroun y compris, et tout ce qu'il y a autour, le Burundi d'ailleurs, où on a pratiquement le même scénario qu'on a eu au Gabon, qu'on a eu au Congo, qu'on vienne au Cameroun, ainsi de suite. Donc, et lorsque vous êtes dans des réunions, par exemple, à l'international, la façon avec laquelle, ou alors le regard que les autres posent sur l'Afrique centrale, ça vous donne vraiment froid dans le dos. Et c'est où vous vous rendez compte en réalité qu'on a beaucoup à faire. Mais la faute à qui en ce moment? La faute à nous, citoyens, qui avons élu des gens et dont nous sommes incapables de destituer parce qu'en réalité, ils ne répondent plus à nos aspirations. Voilà. Célestin Diamène, Paul Joël parlait du jeu démocratique. Kabila se comporte comme si, en face, il n'y avait personne. Bemba est arrivé ce matin. Oui. Il va falloir faire avec lui. Oui, bien entendu. J'ai même entendu. Je vais même pousser, si jamais Moïse Katumbi aussi n'est pas jeté en prison, comme on le dit. Alors, pour le cas de Bemba, je crois comprendre que j'ai lu ce matin qu'il était disqualifié, n'était pas qualifié pour être candidat aux élections parce qu'il avait été condamné. Mais ceux qui l'ont dit se sont fourvoyés complètement parce que on peut avoir été condamné mais être innocenté. Ouais. C'est son cas. Il a été blanchi par la justice, donc son casier judiciaire est blanc. Il revient à 0. Donc il est parfaitement en droit d'être candidat. Maintenant, il ne faut pas confondre légalité et légitimité. Parce qu'en vérité, on peut se donner un simulacre d'élection dans une dictature sous le voile de la démocratie. Parce qu'en vérité, regardez le cas, par exemple, de Ali Bongo en 2009, quand son père décède, on a organisé les élections. On en parle tout à l'heure. On a organisé les élections. En vérité, c'est pas, vous le savez mieux que moi, Ali Bongo qui était vraiment premier. C'était un autre qui était premier. On peut citer d'autres cas comme au Cameroun. Bon, là, c'est une parenthèse que je fais. Mais c'est pour dire que la légalité, tout le monde peut le faire. Même dans les dictatures, à l'époque, dans le soviétisme que nous connaissons, il y avait ce qu'on appelle le centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait un vote au Soviet suprême qui portait à la tête du Soviet un candidat choisi par ses pairs. Donc, le problème principal, c'est la notion de l'État en Afrique. D'abord, premièrement, l'État africain, à peine né dans les années 60, on nous a bombardé le FMI et la Banque mondiale. Donc, ils nous ont imposé le programme économique. Par ailleurs, vous savez que la balkanisation de l'Afrique s'est faite en dépit de nos réalités culturelles. Beaucoup, par exemple, de peuples ou de tribus sont citoyens de différents pays d'Afrique. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'en Afrique, il y a une véritable stature de la démocratie. Donc, il y a encore, à mon sens, une évolution consistante à faire. Par ailleurs, je considère pour ma part que dans nos formations politiques, qui est quand même le creuset qui va donner au pays nos futurs dirigeants, il n'y a pas suffisamment de formation politique, à l'instar de l'UPC ancienne de l'époque. Donc forcément, comme il n'y a pas de formation politique dans nos formations politiques, dans nos partis politiques, ben, ça crée un problème de la crédibilité et de l'intégrité des hommes politiques qui aspirent à diriger les pays, que ce soit au Cameroun, au Mali, au Congo, etc. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le plus urgent pour nous, c'est d'amener les citoyens, d'éduquer les citoyens à devenir plus exigeants vis-à-vis de ceux qui aspirent à gouverner le pays. Parce que quand un peuple n'est pas suffisamment éduqué à écouter un programme, à lire un programme, à le comprendre, il ne peut pas savoir pour qui justement voter.
il va voter sur les affinités, on va dire, ethniques, amicales, ou etc., etc. Donc, il est important que la base, c'est-à-dire le peuple, comprenne que la clé de voûte, c'est lui. C'est lui qui doit choisir un candidat, qui doit choisir entre les différents projets de société. Ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui en Afrique. Je prends le cas du Cameroun. Les différents candidats ont leur projet sur Internet, pour la plupart, en tout cas pour les principaux, mais les gens vous disent dans la rue qu'ils n'ont pas de projet. C'est indécent. On ne va quand même pas leur offrir le projet dans leur chambre. Il faut qu'ils fassent un effort quand même pour aller lire les projets par Internet ou dans certains journaux. Ils ne le font pas. Donc, le peuple est déterminant dans cette affaire. Ce que je veux dire maintenant, c'est que il faut éviter de comparer le cas de la Russie aux pays d'Afrique. La Russie, sur le plan peut-être de niveau de vie dans les années avant Poutine... On ne compare pas, on dit peut-être qu'on devait s'en inspirer. C'est un pays qui est très, sur le plan infrastructurel, très bien organisé, de la discipline, du plan directeur des villes et des cités, tout est bien fait. Mais aujourd'hui, en Afrique, dans la plupart de nos villes et campagnes africaines, on a peine même à trouver des plans directeurs urbains. Ça pose un vrai problème. D'abord, on va dire d'assainissement et de mieux vivre dans nos cités. Donc, le cas de la Russie, c'est peut-être un cas par rapport à l'idéologie communiste, mais en vérité, c'est un pays qui a une grande civilisation, autant que celle d'Afrique ou d'Europe ou d'Asie, mais sur le plan, on va dire, de la construction de la cité, du pays, ça n'a rien à voir avec nos pseudo-démocraties. Je rappelle tout à l'heure, parce que Dominique l'a dit, la RDC n'est pas une démocratie. En fait, il y a dans notre pays des simulacres de démocratie. On a des gens qui ont une culture, on va dire, de chefferie au pouvoir, parce que l'Afrique a été longtemps, comment dirais-je, inondée de royaumes, de chefferies, de tout ce que vous voulez. Comme tous les continents. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas eu de césure, il n'y a pas eu de rupture dans le cas de l'Afrique. Il y a eu une continuité, on a eu des coups d'État, et puis ceux qui ont pris le pouvoir à travers le multipartisme intégral, en vérité, c'est des partis dominants. On a une façade multipartiste, mais en vérité, c'est les partis uniques qui sont installés au pouvoir. Il y a le cas du Congo, le cas du Gabon, avec le PDG, le cas du Cameroun, l'UNCRDPC, le cas du Togo, avec le parti de Yadema. On peut en citer plusieurs. Donc, en vérité, le problème, c'est la culture politique, la culture démocratique, qui n'existe pas dans nos pays. Voilà, vous parlez tout à l'heure de ces fils du roi. On va maintenant rentrer dans les cas spécifiques. On commence par le Gabon. Le président Bongo. Oui, allez-y rapidement. Non, je voudrais juste 3 points. D'abord, je ne dis pas que la RDC est une démocratie. Vous êtes sur une note de critique de la RDC. Moi, je suis en train de vous parler de choses qui, pour moi, devraient être les standards de nos pays. Et je suis content que vous interpellez les citoyens. Pour que les citoyens comprennent et prennent position, il faut donc leur donner des standards. Donc, je dis... Quand vous prenez les textes, la constitution de la RDC, non, elle est démocratique. Hein. Vraiment, si elle est respectée, tout se passe bien. Comme pour le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis sur les standards. Donc vous dites les textes, effectivement, quand vous regardez ces textes, on peut avoir un fonctionnement démocratique. Et de l'autre côté, deuxième chose, la légalité. La légalité ne signifie pas que vous organisez une élection et vous la truquez. C'est pas la légalité, ça. La légalité signifie que vous êtes dans l'esprit et la lettre de la loi, et que vous organisez donc une consultation électorale dans le respect des règles de l'art. C'est ça qu'on appelle la légalité. Ce n'est pas que vous décidez de faire un truc là et vous dites que vous êtes dans la légalité. C'est pas de ça que je parle. Et la troisième chose, attention, quand je parle de la Russie, je ne compare pas les pays. Je donne encore une fois des standards en disant, quand vous regardez comment ces gens consacrent les 20 dernières années de leur vie à reconstruire leur pays, voilà le type d'homme politique qu'on devrait avoir. Voilà la vision, voilà l'engagement. Sauf que quand vous parlez de standards, on peut vous transposer un autre État qui est la Turquie. Oui. Vous vous rappelez que tout récemment, les textes ont carrément été... Mais allez voir le standard de vie. On appelle ça l'indicateur de développement. Vous avez compris ce qui était essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, on n'en a pas, le citoyen. Voilà. Parce qu'il est au cœur... Voilà. Des institutions, de la vision, du programme politique. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que nous puissions élever... je tenais simplement à vous faire comprendre la réalité que la Russie ne saurait être un standard en matière de démocratie. Parce qu'à côté, vous parlez de deux choses différentes. On peut vous parler de la Turquie, on va parler des États-Unis de la France. On avance. On va prendre le cas du Gabon. Voilà. Le président Omar Bongo est décédé le 9 juin. Le 8 juin. Le 18 juin 2009. 2009, en Espagne. Je me souviens très bien. Voilà, et le président du PDG
Il faut le remplacer. Il faut le remplacer. On va trouver le ministre de la Défense, qui est Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba. Il est vice-président du PDG. Oui, mais c'est le parti politique. Oui. Est-ce que, à l'époque, la constitution gabonaise prévoyait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le vice-président du parti qui succédait ou qui était automatiquement candidat du parti pour l'élection présidentielle? Je ne le pense pas. Le pire, c'est que ils ont voilé cette transition dynastique par une espèce de démocratie constitutionnelle, dans le sens où Mme Rogombe a assuré l'intérim, comme la Constitution le prévoyait. Bon, on savait bien que c'était une espèce de scénario parfaitement huilé qui devait projeter à la tête du pouvoir M. Ali Bongo. Parce qu'en vérité, quand on a compté, recompté les bulletins de vote, on s'est bien rendu compte que Baobam était de loin devant Ali Bongo. Non, voici le résultat officiel. Oui, officiel. Ali Bongo Ondimba, 41,79%. Pierre Mambundou, 25,64%. Serge Alain. Et André Baobam, un mot. Je crois pas que je crois pas que la question de fond ce soit les résultats. La question de fond n'est pas celle-là. La question de fond est celle-ci. La question de fond, ce sont les dispositions constitutionnelles. Voilà. Les dispositions constitutionnelles disent les dispositions constitutionnelles et les dispositions du parti du PDG au Gabon. Oui. Madame Rogombe a assuré l'intérim légalement selon la Constitution et selon les textes du parti. Le vice-président remplaçait le président en cas d'incapacité et le président du parti. On sait que la plupart des partis nés au cours des années 50, 60, etc. Vice-président du parti ou bien du parti? Il y avait deux choses. Il y avait d'abord les dispositions constitutionnelles qui ont été respectées avec l'intérim de Mme Rogombe. Oui. Les dispositions statutaires du parti, du PDG, qui disaient que le vice-président remplace le président en cas d'incapacité. Oui. Et je crois que tout cela a été respecté. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, ce qu'on appelle l'égalité, ce n'est pas de... Dominique, dont les résultats ne sont qu'une conséquence de quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que la candidature de Ali Bongo Ondimba, l'investiture, il faut le dire comme ça, a permis à certains parents de quitter le navire. Je prends le cas du Premier ministre Jean Yéguedon. Mais cela ne veut pas dire que les textes, c'est pas parce que les textes n'avaient pas été respectés. Donc il y a donc un problème. C'est l'homme qui faisait problème. C'est Ali Bongo qui faisait problème. Mais bien sûr, vous avez entendu ça après. Après, tout le monde a bien compris que c'est l'homme qui faisait problème. Il trouvait que c'était un jeune. Il y a deux problèmes parce que il avait 50 ans. Les statuts du Parti démocratique gabonais ne prévoyaient pas de candidat naturel. Je ne suis pas convaincu qu'il y avait des primaires organisées au sein de ce parti, que M. Ali Bongo... Non, ne cherchez pas des dispositions externes. Les dispositions... Mais prenez votre téléphone, regardez sur Internet. Je parle des statuts du PDG. Les statuts disaient que le vice-président remplace le président en cas d'incapacité. Oh, mais remplacer le président, on va dire qu'il est candidat officiel du parti à l'élection présidentielle. Il le rappelle, il reprend son mandat, il reprend le pouvoir. On n'organise pas de nouvelles élections. Il y a eu un congrès extraordinaire du PDG. Qui a porté l'autre à la tête? Qui l'a le secrétaire général, Faustin. Prenons le cas chez nous, le SDF. Le secrétaire général. Oui, non, vous avez vos textes, c'est pas la même chose. Laisse-moi parler. Bien sûr, il y a un président du parti. Pour postuler, être candidat à l'élection présidentielle du SDF, il faut être investi par le parti. Oui. Êtes-vous certain que si M. Ali Bongo passait par ce truchement-là, il serait investi par son parti? Pourquoi vous voulez qu'il utilise les dispositions qui sont les vôtres? Il a utilisé les dispositions de leur texte. Il n'y a pas de candidat naturel. Non, je suis désolé. Non, il reprenait la place. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Automatiquement, le Congrès l'a investi. Comment comprendre? Le Congrès l'a investi comme candidat de son parti à l'élection présidentielle. Mais entre-temps, vous aviez quelqu'un qui assurait l'intérim de la présidence de la République du Gabon. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que vous mélangez. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Il y a deux choses. Vous avez la Constitution, ça c'est l'État, et vous avez les textes, les dispositions statutaires, ça c'est le parti. C'est deux choses différentes. Au niveau de l'État, la Constitution prévoyait un intérim et l'organisation des élections après un certain temps. Cela a été respecté, puisque c'est la présidente du Sénat qui a assuré l'intérim. Au niveau du parti, parce que pour que vous deveniez président ou être candidat, le parti doit vous investir. Et les dispositions du parti statutaire disaient que le vice-président, en cas d'incapacité du président, le vice-président le remplace et continue son mandat. Et donc ce qui s'est passé, c'est que de façon tout à fait légale, Ali Bongo, qui était vice-président, devient donc président du parti. Et il est investi par le parti. Par contre, si la fronde
était né pendant le congrès interne au parti, était né et que les gens avaient refusé de l'investir, cela aurait été autre chose. Et vous savez que l'un des problèmes qu'il y avait au Gabon à l'époque, c'était que vous aviez un certain nombre de barons qui estimaient que... André Baouba. Par exemple, qui estimaient que Ali Bongo était trop jeune pour devenir président et que eux qui avaient été là avec son père depuis les années 60, c'était leur temps qui était arrivé. C'était ça le problème. Non, ce qui est important, ce n'est pas les querelles. Non, Dominique, attends, ce qui est important, c'est pas les querelles internes au parti PDG. Le plus important, on l'a vu plus tard lors de l'élection. On sait très bien qu'après dépouillement, Ali Bongo n'était pas le candidat élu. On le sait très bien. Même si on n'est pas en train de parler de les résultats. C'est la question. Non, on parle comment? On parle de la manière. Il arrive au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Il y a un voile démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fait que la France-Afrique existait encore, et même existe encore toujours. Avec un... Oui, mais bien sûr, on peut parler de sujet encore à faire. Non, ne soyons pas carrés. Ne soyons pas carrés. Mais non, c'est pas ce que je dis. C'est que c'est pas le sujet. Célestin Djamène Dominique. Le thème, il est encore là. Dauphin en Afrique. C'est tout. Le cas du Gabon, c'est Ali, pas les urnes. Oui, mais si vous dissociez la politique africaine de la France-Afrique, vous perdez complètement. C'est un élément fondamental encore aujourd'hui. C'est les services secrets français qui organisent l'élection de M. Ali Bongo. Parce qu'on voulait du fils du président à la tête du Gabon, qui était, on va dire, un partenaire plus que privilégié de la France. Il faut bien le comprendre, ça. Ce n'est pas un fait du hasard si Ali Bongo, ministre à l'époque de la Défense, est devenu vice-président et ensuite investi par son parti. C'est bien parce que la France tenait, vu ses liens avec le père, il pensait que le fils devait continuer à la servir. C'est ça le vrai problème. Maintenant, si vous voulez enlever cet élément qui me semble peut-être pas que symbolique, psychologique, on se fourvoie complètement. Et c'est vrai aussi avec le sergent Yadema. On a voulu que son fils prenne la relève. Oui, on parle du Togo tout à l'heure. Mais oui, parce qu'en vérité, c'est ça l'élément france-africain. Parce que est-ce que nos pays nous appartiennent réellement? On veut être carré, oui, je veux bien aussi être carré. Mais si on oublie l'élément politique, l'élément politicien dans les affaires de la France et de l'Afrique, on se perd complètement. La France voulait de Faure comme successeur de son père. Faure était ministre des Transports. On a bloqué le président du Parlement togolais, alors qu'il était en exil, en voyage en France, parce qu'on voulait que le fils de l'autre occupe la place de son père. On n'a pas tout le contexte. On n'a pas tout le contexte. Paul Joël. Permettez, Paul Joël, je vais vous passer la parole, de recadrer un peu. Je vous en prie. Ali Bongo, il est né en 59 à Brazzaville. Ministre des Affaires étrangères entre 89 et 91, député du Haut-Togo entre 91 et 98, ministre de la Défense de 99 à la mort de son père. Le président Bongo avait tracé le chemin pour lui. Jusqu'à présent, tous les éléments les plus visibles corroborent ce que vous voulez dire. Et je vais aller dans le sens de Célestin pour dire que jusqu'à présent, personne ne nous a dévoilé le testament d'Ali Bongo pour avoir l'exactitude du contenu. Thomas Bongo. Oui, Thomas Bongo. Bon, Bongo père, si vous voulez. Pour avoir l'exactitude du contenu et regarder au plus fort combien le père était influent à l'Élysée. Vous savez plusieurs fois qu'il a été à l'origine du débarquement de certains ministres français pour n'avoir pas obéi à certaines choses. Et Célestin parlait bien de la France-Afrique. Et je tiens à vous dire en réalité que celui qui a dévoilé le soutien de la France à Ali Bongo, c'est bien Manuel Valls. Vous vous rappelez de son discours à l'endroit d'Ali Bongo. Je crois que c'était suffisant et c'était un indicateur assez évocateur pour montrer au plus haut combien la France a soutenu Ali Bongo. Et je ne crois pas que la France pouvait soutenir Ali Bongo sans l'accord du père ou alors sans avoir reçu au préalable que le père demande à ce que, dès qu'il meurt, que ce soit le fils. Vous avez, puisque vous parlez de Dauphinat, parlons-en. Si vous permettez d'extrapoler, et que ce n'est pas le même exemple, mais c'est toujours dans le cadre du Dauphinat qui est le thème dont on parle. Vous avez par exemple la Guinée équatoriale. Vous voyez tous les mécanismes, tous les mécanismes institutionnels et même constitutionnels
ont donné ce pouvoir au président actuel de nommer son fils à la fois vice-président. Et je crois que tous les indicateurs de la République et du parti aussi. Et du parti, donc tous les indicateurs en réalité nous prouvent que dès qu'il va se retirer, son fils, quoi qu'on le veuille. Bon, dans le cas du Cameroun, vous allez me dire qu'on n'aura pas le même exemple, mais on connaît au moins que la politique du Biya, c'est leur méta. Et entre-temps, nous qui sommes à la périphérie du pouvoir, on ne sait pas ce qui se dit à l'intérieur. Donc, c'est simplement pour dire à Dominique que rester trop carré sur le raisonnement, un raisonnement d'ailleurs n'est jamais carré. Je crois qu'il est scientifique et il me comprend très très bien. Donc, on peut avoir autant d'arguments selon Platon qui estime que tout le monde a raison parce qu'en réalité, la vérité est relative. Ok. Bon, je vais revenir sur cette fronde en interne, Dominique, cette fronde en interne. J'ai posé la question, c'est l'homme, Ali Bongo, qui faisait problème. Vous avez dit sa jeunesse. Je pense que nous avons tous suivi ce qui se passait au Gabon. Oui. On n'est pas à des degrés différents. Mon point de vue, c'est que nous devons être méticuleux quand nous analysons un certain nombre de choses. Les dispositions, les non-dits. Oui. Parce qu'après, en politique, ou disons à ce niveau de responsabilité, et même, qu'importe, quelle que soit l'organisation, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Alors, sur le plan constitutionnel et sur le plan, ça c'est l'État, sur le plan statutaire, ça c'est le parti, les règles, les dispositions ont été respectées. Maintenant, les non-dits, à savoir que qui le père aurait aimé voir lui succéder, qui l'establishment du Gabon aurait voulu voir succéder à Bongo Omar, qui est-ce que les forces exogènes les plus importantes auraient voulu voir succéder à Omar Bongo, ça, c'est la deuxième partie. Mais ce que nous devons décortiquer là tout de suite, avant d'arriver à ces éléments qui me semblent être, ne me semblent pas être les plus importants, c'est d'abord de savoir l'architecture juridique de nos États. Comment est-elle faite pour que nous puissions, pour qu'on puisse en arriver au Dauphinat aujourd'hui, en Afrique. Et tout au moins en Afrique centrale, pour l'essentiel. L'Afrique francophone, pour l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, regardons les mécanismes constitutionnels, regardons les mécanismes statutaires dans les partis, et après, nous pouvons parler de la France-Afrique. Mais si nous commençons par la France-Afrique, en réalité, nous dépassons les textes J'ai l'impression que Dominique veut imposer une méthodologie. Je veux répondre. Non, simplement. Laissez-moi finir. Il termine et vous allez continuer. Alors, je veux simplement dire qu'en Afrique, les textes sont vraiment quasi parfaits. Oui. Les textes constitutionnels. Vraiment, c'est à ravir. Je crois même qu'ils doivent être plus parfaits que ceux, je sais pas, du Vatican. Enfin, si c'est une démocratie. Ça veut dire simplement que... C'est l'application qui pose tout le problème. Oui, parce qu'en vérité, on n'a pas de culture démocratique. Mais on le compense en faisant des textes démocratiquement parfaits. C'est ça, la tromperie que les gens ne veulent pas voir. En quoi Ali Bongo n'a pas respecté les textes? Mais Ali Bongo, il s'est mis il était derrière d'abord du PDG. Oui, mais ça c'est pour le parti. On est d'accord. Oui. Le parti avait tout intérêt, un peu comme le parti de Mugabe, à investir, pour évincer, grâce Mugabe, à investir l'ancien vice-président, pour que la femme saute. Et ils ont bien réussi. Donc, dans le cas du Gabon, et le Gabon qui était voué à la France. Le gouvernement de l'époque, même le Parti démocratique gabonais, avait intérêt à écouter la voix, parce qu'on dit qu'on met la France-Afrique avant, mais c'est un élément consubstantiel. Bongo était quasiment le porte-parole de la France en Afrique centrale, tout au moins. Tout le monde le sait. Et donc, même si Joël a évoqué le testament de Bongo père, évidemment, on ne sait pas le secret de ce qu'il pouvait contenir ce testament, mais on peut deviner aisément que c'est Ali Bongo qui était le mieux indiqué, entre guillemets, pour la continuité des services rendus à la France par son père. Maintenant, le problème fondamental, c'est qu'en politique, les non-dits sont plus importants que le dit. Ce qu'on dit dans les textes, ce n'est pas ce qui se pratique. C'est ça le fondement de la politique, même en Europe occidentale, c'est ce qui se passe. Donc moi je dis simplement que si on fait simplement une analyse purement, on va dire, carré mathématique de la politique, ça ne peut pas fonctionner, oui, ça ne fonctionne pas. La politique c'est un univers de représentation. Chacun y apporte un peu comme une auberge espagnole. Chacun y apporte un peu ses ingrédients, comme a dit Joël, la vérité relative. Donc c'est ça la politique, c'est très complexe. Donc, dans le Canada, l'élément fondamental dans nos pays, c'est que nous sommes encore tenus par les autres. Non. La périphérie, mais si, la périphérie, le centre du centre contrôle le centre de la périphérie.
La périphérie, c'est nous, États francophones d'Afrique centrale notamment. Et le centre, les centres, c'est la France pour les pays francophones. Donc, écoutez, vous avez vu récemment la sortie de Macron, quand il est venu, quand il a soutenu le gouvernement camerounais, bizarrement d'ailleurs, parce qu'il a une période, je sais pas, préélectorale, je n'en sais rien. Donc, il apporte son soutien public, officiel. Oui, sa caution, voilà, merci Serge Alain, à M. Biya, qui peut-être va en profiter pendant sa campagne. Donc c'est pour dire que cet élément est absolument à intégrer dans nos dauphinats. Il fut un temps où Jeune Afrique parlait d'un dauphinat, s'agissant de monsieur... Kamel Foumo, Sadi, et puis Mbengor, et maintenant Laurent Esso. Donc vous voyez bien qu'il y a un certain monsieur... Et Flambia même aussi. Oui, mais sauf que Flambia n'est pas très amateur de la politique. Contrairement aux autres, exactement. Fort et Ali Bongo. Voilà, c'est un peu son trait de caractère principal. Donc c'est pour dire que on n'a pas encore coupé ce cordon ombilical entre nos États et la France. J'espère qu'il sera coupé un jour. En tout cas, je milite pour cela. Donc, il est important d'intégrer dans le dauphinat. On ne peut pas enlever cet élément dans le dauphinat en Afrique francophone. Je voulais juste rajouter à Célestin que en 2009 autant pour moi, Pierre Péan, vous vous rappelez de l'ouvrage, il indique exactement comment est-ce que le père Bongo a procédé. Il y a d'abord eu une palabre interne où Pascaline estimait qu'en réalité c'est elle qui devrait succéder à son père. Il y a eu toute une bagarre. Je ne sais pas si vous avez lu. Voilà, vous avez lu ce livre. Dans ce livre, il est clairement établi qu'en fait, parlant de dauphinat, c'est Ali Bongo qui était pressenti pour remplacer son père. Et ça avait été désigné par, à la fois consigné, je veux dire, par chez des confidents du père, ainsi de suite, et dans le réseau France-Afrique, parce qu'en réalité, il savait que la France allait garder la main sur le Gabon. Je vais vous dire quelque chose. Et il faut qu'on s'entende très bien là-dessus, hein, qu'on soit d'accord. La politique, c'est un univers de représentation, mais la politique, ce n'est pas les conversations de cuisine. D'accord? Il y a quand même une organisation de l'espace public. Et cette organisation de l'espace et des actes publics, c'est ça qu'on appelle la Constitution. Et la Constitution, elle existe dans ces pays. Bongo, père, fils, grand-mère, grand-père, arrière-grand-père, peuvent discuter autant qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. Kabila peut décider qu'on va nommer ou on va désigner, on va faire tout ce qu'on veut. Si vous ne respectez pas des règles qui ont une force publique, ça ne se passera pas. Donc, ce qui s'est passé au Gabon, je n'ai pas dit que la France-Afrique n'existe pas ou n'a pas d'influence. C'est pas de ça que je parle. Mais je dis, lorsque nous posons le problème des dauphins sur la table et que nous sommes au Cameroun, à Douala, en train d'en parler, la première chose que nous devons convoquer, c'est notre constitution. Sauf que vous perdez de vue que la constitution n'inscrit pas le dauphinat parmi ses dispositions. Quand nous parlons de l'État de manière générale, la première chose que nous convoquons, c'est notre constitution. Pour nous demander, est-ce que le dauphinat y est consigné, y est prévu ou pas? Nous constatons qu'il n'est pas prévu. Et quels sont donc les mécanismes? Et donc nous nous posons la question de savoir, mais quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour qu'on ait finalement des dauphins chez nous? Donc je ne vous ai pas dit que la France-Afrique et tout le reste ou les désidératas du papa ne sont pas importants. Mais je vous dis quand même, je ne vais pas commencer par les désidératas du papa. Dans ces conversations, lorsqu'ils ont fini de manger le soir et ils sont en train de discuter en famille, je vais d'abord convoquer la Constitution parce que c'est elle qui concerne tout le peuple. Et ensuite, donc maintenant, en réalité, vous êtes en il est en réalité en train de rejoindre Célestin qui parlait je ne le rejoins pas. Et des non-dits. Je ne le rejoins pas, j'en ai parlé avant. Non, mais en réalité, c'est ce que je dis, c'est les non-dits. J'ai parlé en premier des non-dits. Je vous ai dit, mais avant que nous n'arrivions sur les non-dits, dans le cas que ce soit du Gabon, du Togo, ou je ne sais pas quel autre pays il y a eu ce genre, la Guinée équatoriale, ou quelque chose se dessine dans ce sens-là. Avant ces non-dits, nous regardons d'abord la loi. On est parfaitement d'accord. Voilà. Pourquoi il me dit donc que les on est parfaitement d'accord que les associations sont régies par les lois. C'est que d'une part, la constitution camerounaise est rédigée par un constitutionnaliste français, Maurice Duverger, en 1957. Et cet esprit est encore dans cette constitution de 96, aujourd'hui. Par ailleurs, il y a bien dauphinat constitutionnel, dans le sens que c'est le président du Sénat, qui est la deuxième personnalité du pays, qui assurerait l'intérim en cas d'incapacité. Non, c'est pour dire que les textes sont là. Mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le vrai dauphin
sera adoubé par Paris, que vous le vouliez ou non. Ça se passe comme ça. C'est ce qui va se passer au Togo. Oui, voilà, Serge Alain. Ce qui va se passer. Donc, il est important de savoir qu'il y a des éléments exogènes dans notre précaré francophone minable, là, qui entre forcément... Pourquoi vous utilisez des termes? Oui, parce que c'est la vérité. Pourquoi vous utilisez des termes qui vous embrigadent au lieu d'utiliser des termes qui vous émancipent? Non, je fais un constat. Il n'est pas interdit de s'émanciper, de faire des constats. Donc, je fais un constat que notre précaré francophone est vraiment ridicule. Nous ne sommes pas dans un précaré. Parce que nos chefs d'État ont l'impression que nous ne sommes pas dans un précaré. Si, nous le sommes. Nous n'y sommes pas. Mais si, nous le sommes. Nous sommes dans quel précaré? Le Cameroun est bilingue. Le Cameroun est un pays bilingue. Et vous êtes là à l'appeler précaré français. Mais c'est quoi ça? Non, attention. Non. Merci. Tenez compte de notre environnement. Merci. Nous, on n'en fait pas partie. Merci, cher monsieur. On va donc aller du côté de la rédaction centrale. Cédric Nouffelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, ce soir, effectivement, que vous allez développer dans votre journal. Nous ferons un dossier consacré au manuel scolaire. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire 2018-2019 et ces manuels sont introuvables dans la librairie, une indisponibilité qui pourrait perdurer jusqu'à la rentrée scolaire. Les parents s'inquiètent, les libraires peinent à trouver des réponses à cette indisponibilité des livres scolaires et le Conseil national d'agrément du livre s'exprime dans le journal de 20h au sujet des inquiétudes des parents quant à l'indisponibilité du manuel scolaire. Nous reviendrons sur cette folle rumeur qui a mobilisé des populations devant un supermarché du côté de Yaoundé, des rumeurs qui ont bien sûr alimenté des conversations sur les réseaux sociaux, à savoir une dame qui distribuerait près de 2 milliards de francs CFA à des Camerounais qui ont fait des achats dans un supermarché. Il n'en est rien. Vous suivrez dans ce journal la vraie version des faits selon les investigations menées par nos reporters qui sont descendus sur les lieux. Nous parlerons d'agriculture au moment où l'Afrique veut mettre sur pied une zone de libre-échange continentale. Il y a l'enjeu de pouvoir exporter les filières agricoles africaines. Comment opérer cette mutation et transformation, mais aussi cette révolution verte? Ça sera l'un des sujets économiques à aborder ce soir dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà le développement de tous ces titres dans quelques instants dans le 20h de Cédric Nouffelé. Et quant à moi, je vous retrouve derrière en compagnie de mes experts. À tout de suite. Sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos experts. Je commence avec vous, Paul-Joël Kamdjouen, le drame de Bouddha. Quelle réaction à chaud d'avoir vu ces images? Écoutez, je crois que c'est un indicateur. Vous savez, tous ces temps-ci, et avec la crise anglophone qui n'est pas très loin de la zone en question, et avec la partie de l'extrême nord, on a de plus en plus des bavures, et je crois qu'on n'en est pas à la première, et je crois que c'est un indicateur assez fort pour rappeler le ministre de la Défense à rediscipliner ses troupes. C'est vrai qu'il y a des sanctions qui sont de temps en temps prises, mais je crois savoir que le mal est assez ancré et donc les brebis galeuses vont continuer à perpétuer cette méthode qui en réalité n'honore pas les hommes en tenue qui sont censés protéger les civils et non de les tuer. Célestin Germain, une bavure de trop? Oui, malheureusement, on s'habitue pratiquement déjà malheureusement à ce genre de bavure au Cameroun. Mais ça m'interpelle sur le casting du recrutement de nos soldats et de nos gendarmes, parce qu'en vérité, on devrait réhabiliter les enquêtes psychologiques et sociales dans le recrutement de nos forces de sécurité. Parce qu'on a beau parler de la crise anglophone qui serait l'un des leviers qui expliquerait ce genre de geste, mais je pense que c'est un peu réducteur de se focaliser uniquement là-dessus. Je pense que l'accent doit être mis sur la qualité
du recrutement, notamment sur les enquêtes psychologiques, c'est très important. Je pense que l'armée ou les forces de sécurité en général ne doivent pas devenir des défouloirs pour les désespérés ou les maisons de désespérés dans notre pays. Il faut, bien entendu, aussi mettre un accent important sur la formation de ces militaires et nos soldats, parce qu'en vérité, il est important qu'on sache que l'arme doit être l'instrument de dernier moment, de dernière instance. Oh, la gâchette, ils ont la gâchette trop facile, depuis quelque temps maintenant au Cameroun. C'est dommage. Donc, il faut que le ministre ne s'arrête pas qu'aux radiations. Bien sûr, l'impunité, c'est pas quelque chose à entretenir, parce qu'en vérité, la sanction peut être aussi vertueuse. Donc, il est important que, je me résume, qu'il y ait une qualité dans les recrutements, que les castings soit poussé très très loin, notamment sur l'équilibre psychique et psychologique de nos soldats et gendarmes. 2, que nos militaires et soldats soient très bien formés, notamment sur le côté humain du traitement de la relation avec nos concitoyens, c'est très important. La mission du militaire, du gendarme, du policier n'est pas de tirer sur ses concitoyens, c'est de calmer la situation, bien au contraire. Et enfin, je pense qu'il est important que le ministre, mais pas seulement lui, que les tribunaux militaires et autres puissent sévir et à la moindre incartade sanctionner sans pitié ces, permettez-moi le terme, les voyous qui déshonorent la tenue de l'armée au Cameroun. Voilà. Dominique, le ministre Joseph Bétia-Somon, on sait que depuis un certain temps, il procède à une sensibilisation. Est-ce qu'il devrait continuer à sanctionner ou bien sensibiliser ou bien sanctionner en frappant Dieu davantage? Les deux vont de pair. Et surtout là, sensibiliser et sanctionner. Sensibiliser, sanctionner. Mais Thomas Sankara disait que un homme en tenue, un soldat sans formation idéologique est un bandit armé. Je suis très content d'avoir entendu qu'il faut insister sur les mécanismes, donc comment les procédures de recrutement et sur la formation. Je me suis toujours demandé pourquoi nos militaires sont formés en quelques mois ou en quelques années. En quelques mois. Il faut quand même un peu plus de temps pour avoir des gens qui sont très bien formés. Et surtout, il faut une formation idéologique, dans le sens où on en a parlé longuement sur ce plateau. Toujours savoir, lorsque vous gagnez de l'argent public, que vous êtes au service des citoyens. Et vous assurer que vous avez la contrepartie de votre salaire, c'est le bien-être, le bonheur du citoyen. Et lorsque nous aurons insisté sur ce côté-là également, après les deux premiers, je pense que nous aurons une armée un peu plus, qui sera de plus en plus respectée. En tout cas, des forces qui seront de plus en plus professionnelles. Mais au-delà du ministre, il y a au ministre de la Défense, il y a des ministres en charge de nos hommes, de nos forces de défense, de nos forces armées. Il faudrait que nous sachions déjà, à partir de l'éducation que nous donnons à nos enfants dans les maisons, apprendre à tout le monde à être patient, tolérant et à savoir que sans l'autre, nous ne valons pas grand-chose et sans les autres, notre vie n'a pas de sens. Lorsque nous avons des hommes bien éduqués, nous avons des jeunes gens bien formés, eh bien nous aurons des soldats de bonne qualité. Ok, vous gardez la parole et vous comprenez cette ruée là, marché d'œuvre aujourd'hui à Yaoundé, à Essos? Lorsque dans un pays... Les Camerounais, pourquoi cette facilité? C'est le désespoir. Oui. C'est le désespoir. On a eu Sam en 98, le 14 février. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Sam, mais au quotidien... Vous avez parlé du désespoir. C'est le désespoir. Lorsque, au quotidien, vous avez ces gens qui courent après les camions de boissons qui tombent, les camions qui se renversent un peu partout, ces gens qui courent après des voitures de livraison de produits agroalimentaires qui tombent. C'est le désespoir, c'est la misère. Lorsque dans un pays, la misère atteint un certain niveau, c'est ça que vous avez comme scène. Rappelez-vous, quand moi nous étions des gamins dans les années 80-90, lorsque vous ramassiez un portefeuille, vous alliez le remettre au premier aîné que vous rencontriez ou dans un commissariat. Aujourd'hui, je doute fort que quelqu'un puisse trouver un portefeuille contenant de l'argent et aille le déposer dans un commissariat. C'est parce que nous avons atteint un niveau de désespoir. Les gens ont du mal à s'imaginer, à croire ce qui se passe dans notre pays. Mais nous sommes devenus extrêmement pauvres. Et cette pauvreté, malheureusement, est masquée
par quelques fortunes rutilantes qui sont d'ailleurs dont il est difficile d'établir la traçabilité. Et on croit que le Cameroun est un pays important. Mais derrière cette arrogance, en réalité, de beaucoup de personnes, de responsables dans notre pays, se cache l'incapacité à élaborer, formuler, conduire une vision qui puisse porter le pays vers son développement, des programmes sérieux, solides, structurés et des projets qui ont une certaine qualité et qui peuvent permettre que notre pays se développe. Tout à l'heure, je disais qu'il faut s'inspirer un peu de ce qui s'est passé en Russie au cours des 20 dernières années. Nous avons là des hommes épris par le développement de leur pays. Nous avons là des hommes qui ont sacrifié tout ce qu'ils auraient pu avoir personnellement, mais quelle gratification peut-il y avoir d'ailleurs supérieure qu'à celle d'être chef d'État ou ministre ou responsable et de pouvoir se dire 10, 15, 20 ans plus tard, ça, c'est mon œuvre. Paul-Joël Kamtuan. Je crois que Dominique a perdu espoir. Je crois que Dominique a eu les mots juste pour qualifier ce qui s'est passé à Issos aujourd'hui. C'est simplement pour parler d'une question de moralité publique. Vous voyez, voyez-vous, lorsqu'on apprend qu'il y a une manne qui tombe du ciel, c'est celui qui est présent qui appelle au quartier qui appelle le voisin, ainsi de suite. Cela dénote au moins du niveau de pauvreté dans lequel le Cameroun profond, dans son immense majorité, se trouve. Et donc, ça veut simplement dire qu'il y a un sérieux problème de répartition des fruits de la croissance, si jamais croissance il y a. Donc, vous comprenez avec moi que, au-delà des discours rutilants que le gouvernement peut brandir dans son one-man show, je crois que là, ça démontre la réalité dans nos quartiers, dans nos maisons, ainsi de suite. Et parler de 2 milliards dans un plastique, je vous assure, lorsque ça circule dans les réseaux sociaux, il faut vraiment être fou pour comprendre qu'on peut contenir 2 milliards de francs. Quitte à ce qu'on parle de la plus grande coupure qui est de 10 000, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même 2 milliards de francs dans un plastique de 100 francs. Vous imaginez tout ce que cela peut causer. Et donc, heureusement que les forces de l'ordre sont arrivées très vite. Vous imaginez bien que si toutes ces personnes-là étaient entrées dans le magasin, au-delà du fait que cette femme demande de venir prendre, elle va payer, chacun se serait servi et serait sorti, qui par la porte, qui prêt à casser une fenêtre pour sortir avec un sac de riz, avec de quoi manger. Vous vous rendez donc compte qu'en réalité, je crois que le gouvernement, pour sa part, donc c'est la responsabilité, devait pouvoir prendre cela comme étant un indicateur social, un indicateur de pauvreté et remédier immédiatement à la situation. Une leçon pour le gouvernement, comme dit Paul-Joël? Oui, parce que... Ce qui s'est passé à Issos aujourd'hui? Absolument. J'ai commencé cette émission en disant que nous sommes entrés dans l'ère de la désespérance collective, avec un État affameur, nargueur et frimeur. C'est que l'État ne fait même pas d'efforts pour montrer qu'au pays il y a des perspectives d'avenir, dont les gens sont convaincus, malgré leur pauvreté matérielle, qu'il n'y a pas d'avenir au Cameroun. Ce qui s'est passé à Issos, à Dove, est parfaitement assimilable aux gens qui vont aller vendre de la drogue ou agresser les gens pour aller acheter un visa à 4 000 € pour sortir. Donc tout ça, il faut le resituer dans le contexte sociopolitique du pays. En vérité, ce qui se passe, c'est que la pauvreté extrême a des retombées schizophréniques, en vérité. Parce que les gens ne sont pas seulement dans la pauvreté, matérielle, mais elle est d'abord mentale. Les gens sont convaincus que ils ne peuvent qu'être assistés. Ils ne peuvent faire aucun effort pour sortir de la grande nuit, comme disait Achille Bembe. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, leur problème, c'est qu'il n'y a pas de trou d'air, en fait, pour eux. Donc, quand il y a un camion de brasserie ou de Guinness qui tombe, ben, ils vont s'affaler à aller ramasser les casiers. Ce qui est complètement insensé. En tant qu'être humain, il faut un peu de dignité, même quand on est pauvre. Donc, on a perdu ce repère moral, déjà, ce qui est en train de facto la perte de repères aussi sur le champ matériel. Donc moi je dis que l'État a pour mission quand même de donner de l'espoir. C'est aussi la mission du politique. C'est la raison pour laquelle je pense que ce gouvernement, depuis 35 ans, a totalement été à côté de ce qu'ils avaient à faire pour les Camerounais, notamment chez les jeunes. Parce que vous avez vu à Issos, c'est notamment beaucoup de jeunes. C'est très peu de jeunes en fait. Donc quand on dit que la jeunesse est sacrifiée, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Donc moi je pense qu'il faudrait réinjecter du social dans ce pays et surtout réarmer moralement les jeunes qui n'y croient plus en ce pays. Parce que le capitaine du bateau, lui, il s'en fout éperdument.
mais complètement éperdument. Et ça ne peut pas donner des bouffées d'espoir à notre jeunesse. Sur le plan scolaire, le diplôme ne valent plus, je parle sous le contrôle d'un professeur Dominique, les diplômes ne valent plus rien. Aujourd'hui, on a des métiers par dépit, les Ben Skinner, Cole Boxer, parce que les gens ne savent plus quoi faire. Et quand il y a une occasion comme ça de manger, d'avoir 2000 francs, 5000 francs, ils n'hésitent pas. Même si c'est une fois qu'ils distribuent de l'argent, ben ils vont y aller. Parce qu'avec 5000 francs, bon, ils vont quand même s'en sortir pour la journée. C'est pareil pour les achats de conscience pendant les votes. C'est exactement pareil. Je ne serais pas surpris que le pire des candidats puisse gagner un jour les élections parce qu'en vérité, les moyens matériels peuvent jouer dans la conscience des jeunes notamment. Ok, on va donc terminer avec le Dauphiné en Afrique. Fort. Oui. C'était forcé. On va rappeler un peu les faits. Hein, oui, bien sûr. Le président Yadema est mort le 5 février. Dans un crash d'avion. Non, il est mort dans l'avion. Dans l'avion. Oui. Il l'a mené à Tel Aviv pour les soins. Voilà. Okay. Et donc, tout d'un coup, entre le samedi 5 février, et le 7, où Faure Gnassingbé prête serment, beaucoup de choses se passent. Ben oui, parce que d'abord... le président de l'Assemblée, qui était reconnu constitutionnellement, exactement, il est bloqué, son avion est dévié à Cotonou. On modifie la Constitution. Exactement. Est-ce que c'est un passage en force? Est-ce qu'on n'a pas respecté la... C'est un coup d'État, carrément. Évidemment sans effusion de sang, mais c'est un coup d'État. Parce que sur le plan de la Constitution, la personnalité prévue pour assurer en tout cas l'intérim du président... Le président de l'Assemblée nationale. Voilà, qui a été bloqué. Il était à l'étranger. Bien sûr, qui a été bloqué sans raison. Sans raison. Non. Donc, Célestin Diamène. On sait que très souvent... Il voulait pas à la suite des coups d'État, on sait que les premières mesures que les putschistes prennent souvent, c'est de fermer les frontières maritimes, aériennes, terrestres. Non, le président en exercice était décédé. Oui. Le président de l'Assemblée était à l'étranger. Voilà, il n'y avait pas en tant que tel un push militaire. Oui. Vous comprenez? C'est le chef d'état-major qui, 2 heures après l'annonce du décès, qui a dit que Faure Gnassingbé était le nouveau président de la République. Mais justement, parce que pourquoi Faure? Il fallait des mécanismes. Pourquoi Faure? Parce que c'est la continuité. Oui. Et c'est pour ça que j'ai parlé pendant cette émission de la France. Mais Faure n'était pas seul, il y avait son frère, Patia Gnassingbé. Oui, mais il était le plus adoubé par son père de son vivant. Ouais, il était ministre même. Hein. Oui, voilà, il était ministre des Transports, ce qui n'avait donc rien à voir par rapport à la Constitution, à la succession à la tête du pays. Donc, en vérité, il y a donc les éléments exogènes qui sont intervenus dans cette succession de Faure Gnassingbé à la place de son père. Parce qu'en vérité, les constitutions, pour moi, ce sont des instruments cosmétiques pour bâtir un semblant de démocratie dans nos pays d'Afrique francophone. Dans les pays anglophones, c'est beaucoup plus évolué. Mais quand vous regardez nos constitutions, elles sont, pour la plupart du temps, écrites par des constitutionnalistes français. Le nôtre au Cameroun a été écrite par M. Duverger, Maurice Duverger, qui est un ancien professeur à la Sorbonne et à Paris de la CES, où j'ai été moi-même étudiant, et ça a été revu après de manière assez cosmétique. Oui. Donc, dans le fond, il y a le fait que, tant que nos indépendances restent nominales, il est clair que nous n'aurons pas cette souveraineté que les gens brandissent quand ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, ben, ils disent que voilà, ils sont l'ami de la France, l'ami meilleur lève la France, l'ami des États-Unis. Donc, en vérité, il y a un lien fatal entre le Dauphinat et les puissances étrangères, notamment françaises, qui ont un œil sur la succession en Afrique. Les traditions en Afrique, c'est davantage un problème, comment dirais-je, de complicité avec nos dirigeants, parce qu'en vérité, s'ils veulent servir le peuple, ils doivent requérir la légitimité. Or, dans nos élections, ils sont pas élus, ils sont pas légitimes, très souvent. Ils sont issus des coups tordus. En vérité, on les proclame président, élus. Mais en vérité, ils n'ont pas la légitimité. Même s'ils sont légaux, ils n'ont pas la légitimité. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas s'appuyer sur leur peuple, mais plutôt sur l'extérieur, qui les a adoubés et qui les maintient au pouvoir. Et c'est ça un vrai problème. Donc, il nous faut à l'avenir, et c'est pour ça que je parlais aussi de l'éducation des citoyens, parce qu'en vérité, on doit devenir plus que exigeant. La redevabilité sociale impose d'abord que nous, Camerounais citoyens d'en bas, puissions tout faire pour que le futur candidat soit un candidat qui soit dans le pays, un candidat patriote, voire même panafricaniste. Parce qu'on a beau dire, pour que l'Afrique puisse décoller, il faut partir de l'Afrique pour revenir à l'Afrique. Donc aujourd'hui, l'enjeu, nous sommes en période préélectorale, l'enjeu c'est d'abord l'éducation des masses. Bon, il y a un jeune de 21 ans qui veut dire que laisser le père là au pouvoir. Mais il ne connaît même pas son programme. D'ailleurs, on n'en a même pas. Qui va éduquer le peuple? Mais le peuple, c'est tout le monde qui va les éduquer. Les instituteurs, non, mais les élites, etc. Mais il est urgent, les écoles, les professeurs. Est-ce que c'est dans leur intérêt? Mais écoutez, je pense que si on veut choisir une solution, il va falloir que tout le monde s'y mette. Notamment ceux qui sont censés transmettre le savoir. Parce qu'un savoir sans savoir-faire, savoir faire n'est pas un savoir finalement.
Donc, vous avez vu, Essos, les gens affluent parce qu'ils ont entendu dire qu'il y a de l'argent. Ils vont ramasser combien? 5 000 francs, 2 000 francs? Ça n'a pas de sens. Donc, la mentalité est au plus bas dans les chaussettes. Donc, moi, je dis que, en vérité, on a un problème d'éducation. Tant qu'on n'a pas pointé ce levier, on n'a pas mis à bas ce levier, il n'y a rien à espérer. On aura toujours des comportements comme ça, on aura toujours des gens qui vont entrer dans les sectes à 21 ans, à 22 ans. Tout est lié en fait. Hein. On n'a plus de conviction et ça pose un vrai problème. Voilà, Paul Juel, je reste sur ma question. Est-ce que Faure Gnassingbé, c'était un coup de force? Bah écoutez, je crois que Célestin l'a assez expliqué. Coup de force militaire, coup de force... non, la Constitution a été respectée, même si elle a été modifiée. Oui, elle a été modifiée, mais tout s'est passé en 2 jours. Non, elle a été modifiée. Ça s'est passé en 2 jours, mais ne perdons pas de vue le contexte et les éléments qui vont avec. C'est-à-dire, vous avez la personnalité censée assurer l'intérim qui, aux portes du pays, est refoulée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Justement, tout cela a été pensé. Justement, tout cela a été pensé, a été fait pour qu'on aboutisse justement à la désignation de Faure comme le président du Togo, qui doit perpétuer une dynastie qui aujourd'hui, comme vous le savez, sauf avec toutes les manifestations qu'on a au Togo pratiquement tous les mois, qui demandent son départ parce qu'il y a tout ce qu'il y a. Je vous rappelle que dimanche 6, Gnassingbé est mort le 5, dimanche 6, 67 députés sur les 81 se sont réunis en session extraordinaire pour modifier la Constitution. Oui, on est tout à fait d'accord, mais pourquoi? On peut aussi se poser la question autrement. Parce que le président de l'Assemblée n'était pas là. On peut aussi se poser la question à ce moment. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale est une personnalité. Je vais dire, la tour de garde savait au moins que l'avion qui devait atterrir à tout moment devait avoir à son bord le président de l'Assemblée nationale. Donc, des circonstances atténuantes ou exceptionnelles pouvaient être accordées pour lui permettre de venir remplir dignement ses fonctions. Pourquoi fermer... Il n'a pas voulu prendre la route. Ça, c'est un détail que je vous donne. Pourquoi fermer la frontière? Entre le Togo et le Bénin, il pouvait prendre la route, mais il a refusé de prendre la route. Donc, je vais dire, voilà. Il a refusé de prendre la route. Donc, je vais dire, tout cela est pensé depuis, exactement comme dans le système du Gabon où on prévoit tout cela. Mais on est d'accord que du point de vue de la loi, du point de vue des mécanismes mis en place, ça a été respecté. Mais lorsque vous interrogez les événements, vous pouvez vous rendre compte en réalité que on ne mettait en œuvre qu'un arrangement préalable pour aboutir justement à la désignation de quelqu'un qui avait été pensé au préalable. Oui, non. Je pense que c'est là où je vous demande toujours de revenir à un peu plus être un peu plus méticuleux quand même. Parce que la situation du Gabon et celle du Togo ne sont pas comparables. Oui, en droit constitutionnel, parce que là on parle des événements, non. Il faut revenir au niveau de la loi. Je vous ai dit, commençons par la loi et verrons le reste après. Au Togo, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. Et en droit constitutionnel, un coup d'État, c'est toutes les actions qui sont prises en marge de la loi au moment où elle existe et qu'elle n'est plus respectée. Qui promulgue la loi? Est-ce qu'il s'agit simplement d'adopter la loi? Il faut la promulguer. Qui l'a promulguée? C'est une formalité. Non, attention, non. Encore que cette même loi, attention, monsieur. Non, encore que cette même loi, celui qui promulgue peut la prendre. Non, mais attendez, laissez-moi venir. Restons au Togo. La promulgation de la loi, c'est pas une formalité. Tant qu'une loi n'est pas promulguée, elle n'a pas force de loi. Elle n'entre pas en vigueur. Oui, mais dans le sens où quand les députés ont voté, le président n'a pas envoyé les deux chambres pour revoter, non, justement, non. Non, attention, le droit constitutionnel, c'est une science. Quand la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, si le président passe un certain temps... Il a 15 jours. Là, on n'a pas eu 15 jours. D'accord? Il faut un certain temps pour qu'elle entre en vigueur, parce que le président, encore qu'il y a souvent des mécanismes de retour, le président peut renvoyer ou pas. Oui. Mais, quoi qu'il en soit, pour qu'elle entre en vigueur, ce qui a été le cas 24 heures plus tard, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il fallait qu'elle ait été promulguée par un président de la République. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ce qui veut dire que cette loi n'avait pas force. Mais tu rejoins Joël. Oui, finalement, non. Le problème, c'est que... Non, le problème, c'est que... Comment vous pouvez dire qu'il n'y avait pas de président?
Voici ce qui se passe. Le président est mort. Oui. Le président est mort. 2 heures après, attendez, le chef d'état-major. 2 heures après, le chef d'état-major des forces armées togolaises, la constitution. Oui, je me souviens bien. La constitution togolaise n'a aucune disposition qui donne le droit ou le pouvoir au chef d'état-major de désigner un président. Vous ne pouvez désigner le président de la République. Parce que le président de l'Assemblée nationale est à l'extérieur. Il est à l'extérieur, il n'est pas mort. Il n'est pas en incapacité. Constitutionnellement. Demandons à Dominique de sortir un peu des cours. Vous ne pouvez pas sortir, monsieur, c'est la loi qui fonde une république. Laissez-moi finir. Vous n'écoutez pas les autres. Laissez-moi finir. Vous n'allez pas imposer une méthodologie finir. Monsieur, la méthodologie scientifique, on ne va pas la refaire. Je vous en prie, c'est l'analyse des éléments. Je vous en prie. L'analyse de quoi que ce soit n'obéit pas à une méthodologie. C'est ça le problème du Cameroun. Vous croyez qu'on crée la méthodologie à chaque fois? Cher ami, du coup, on ne sait jamais de quoi on parle dans ce on s'entend plus là. Je vous entends plus. Laissez-moi parler. Je vous en prie. On va pas parler tous. On va pas parler tous à la fois. On va pas parler tous à la fois. Dès qu'il pose la méthodologie qui régit les débats sur le plateau de télévision et de radio, on avance. Ce que je dis, c'est ceci. Voilà, merci, cher monsieur. Lorsque nous devons parler des mécanismes de transmission ou de dévolution de pouvoir, nous ne pouvons pas nous mettre à convoquer d'abord, c'est-à-dire en premier lieu, des choses qui ne sont pas celles qui régissent cette transmission du pouvoir. Et la seule chose dans n'importe quel pays au monde qui régit la transmission du pouvoir, c'est la Constitution. Tout le monde le sait. J'ai pas fini. Laissez-moi parler, je vous ai écouté. Laissez-moi parler. Je crois que la première chose, c'est qu'on s'écoute au moins. Comme ça, on sait de quoi nous parlons. La Constitution. La Constitution, autant que je le sais, du Togo, ne donne pas le pouvoir, ne donnait pas, peut-être qu'elle a été changée, ne donnait pas le pouvoir au chef d'état-major de désigner un président. Il y a un seul cas possible qui avait été prévu dans cette... C'est lorsque le président est dans l'incapacité totale d'assumer ses fonctions, le successeur constitutionnel qui était dans le président de l'Assemblée nationale est dans la même incapacité. Ouattara. Non, il n'est pas dans l'incapacité. Non, il est dans l'incapacité. Je vous parle de la Constitution d'abord. Il a 60 jours. Le président de l'Assemblée avec 60 jours pour organiser les élections. Donc s'il était... Laissez finir les autres, comme ça vous comprendrez ce qu'il veut dire. Allez-y, Dominique. S'il se retrouvait que le président est mort, le président de l'Assemblée nationale, il est aussi mort, ou il est comateux, à ce moment-là, dans le cadre de la protection de la nation, le chef d'état-major, à ce moment, prend le relais et organise le pays. Mais dans le cas du Togo, le Premier ministre était là. Le président de l'Assemblée nationale était là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche. Il n'était pas au Togo. Il revient et on l'empêche. Son avion est détourné au Bénin. Voilà, donc on l'empêche. Utiliser les termes. On l'empêche de revenir au pays. Oui. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. C'est-à-dire que la loi n'est pas respectée. Il suffisait qu'il revienne et il assumait l'intérim, il organisait les élections. Quitte à ce que le parti investisse Fort Gnassingbé, etc. Mais là, lorsque la loi n'est pas respectée, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Et quand nous parlons donc des dauphins, en réalité, c'est là où on arrive à dire, il y a donc un schéma de dauphinat qui avait été pensé, qui était mis en place, et que les autres, malheureusement, parce que la mort les avait surpris. Et donc, ce schéma, qui était un non-dit, puisqu'il n'était pas écrit. Finalement, dit, la loi existe, mais la loi existe, monsieur. En fait, cette loi est un moyen pour arriver à ce qui vous ne respectez pas les lois, vous? Mais on respecte cette loi, mais commencez par dire que la loi doit être respectée et ensuite vous dites qu'elle n'est pas respectée pour telle raison. Dominique, comprenons-nous. On n'est pas dans un cours de droit constitutionnel. Je suis désolé, ces cours-là ne sont pas utiles. Mais c'est parce qu'au Cameroun, vous croyez qu'on n'est pas à l'école. Non, chacun le droit de dire on ne fait jamais rien dans ce pays. C'est juste, je voudrais rappeler simplement que ce sont ces mécanismes que vous convoquez qui amènent justement à aboutir. Donc, il ne faut pas convoquer la Constitution et la loi. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous dites que c'est ça qui pose des problèmes. C'est juste pour vous dire en réalité que vous êtes en train de nous rejoindre. Qu'est-ce que vous dites? C'est le fin du tout. C'est le fin d'amène. Pour terminer, on conclut l'émission. Bien sûr que nous sommes contraints à respecter le cadre légal dans un État qui se veut républicain. Je suis d'accord. Mais souvent, la loi est unique. Elle est faite à dessein. Un parti qui veut se converser, se conserver au pouvoir, va tout faire pour réaménager les lois
à son profit. Évidemment. On appellera ça loi. Voilà. C'est ce qui s'est passé au Togo, sur Saint-Germain. Exactement, parce que la loi... Le président de l'Assemblée n'étant pas là, oui. On a... Mais j'ai repris. Fonya Singbe, qui était ministre des Mines et de l'Équipement, voilà, a démissionné comme ministre. Oui. Il est redevenu député. On l'a porté au perchoir. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des manœuvres frauduleuses, tortueuses et france-africaines. Parce qu'en vérité, quand on parle d'incapacité, elle doit être constatée par un organe dédié. Ça peut être la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Ça allait tellement vite, en 2 jours. Mais justement, c'est prévu. C'est parce que il ne faut pas qu'on laisse le temps. Son père est mort le 5, il a prêté serment comme président. Est-ce que c'est normal? Il n'y avait pas d'urgence, puisque Mme Rogombe, Francine au Gabon, a assuré 3 mois à l'intérim de M. Omar Bongo. Il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Donc, si ça a duré moins de 3 jours, c'est bien parce que on voulait que quelqu'un nommément puisse remplacer un monsieur Yadema. C'est clair. Et c'est le cas au Gabon. Et c'est ce que je voulais rappeler. En vérité, je pense que ce sont les méthodes qui ont changé. Le problème, si je puis m'exprimer, M. Dominique, merci, on est arrivé au terme. Je suis assis. Pourquoi merci, cher monsieur. Toute loi est juste. Non, toute loi n'est pas juste. Ok, voilà, merci. C'était le même objectif, mais les mécanismes ont voilà, changé. Merci, cher monsieur. C'était bien. Merci pour le jeu. Je vous en prie, merci encore. Merci Célestin Germain. Merci Charles. Merci Dominique. Je vous remercie Serge. Voilà. C'était agréable. Voilà, madame, monsieur, c'était Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT et minuit à New Daido. Bonsoir.